Le président Zelensky était arrivé à Kherson. Je vous rappelle que cette catastrophe s'est produite dans la nuit de lundi à mardi, vers 3 heures du matin. Et voilà le président qui vient sur place constater naturellement le degré de catastrophe qui maintenant accable les habitants. Le voilà en discussion avec des autorités locales. Nous sommes donc sur la rive nord de ce fleuve qui a considérablement grossi et qui déborde sur plusieurs localités. Toujours pas de bilan. C'est normal, amiral Vichot. Les autorités ukrainiennes, les autorités russes non plus, aucun bilan pour l'instant. Je pense que quand on voit l'état de la région, la priorité c'est de sauver tous ceux qui sont encore en état de pouvoir être acheminés sur des zones sûres. Après, c'est malheureusement quand on va commencer à regagner, c'est-à-dire que le niveau va baisser, puisque tout ça va partir dans la mer Noire. C'est quand on va reprendre possession du terrain qu'on pourra juger des dégâts humains. Ça, et aussi animaux. C'est considérable. Mais effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autant les villages qui étaient les plus proches du barrage ont dû être surpris dans la nuit, et là, il y a certainement beaucoup de victimes. Autant à Kherson, on a eu le temps de voir la vague arriver, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'explosion a eu lieu à 2 heures du matin, mais le flot est arrivé à Kherson sur un fleuve qui est déjà beaucoup plus large, et l'eau est montée, mais elle n'est pas montée suffisamment rapidement pour coincer les gens dans les maisons. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors après, peut-être que des personnes âgées ont été surprises. Oui, il y aura forcément des personnes qui n'ont pas eu le temps. Parce que ça s'est produit quand même assez rapidement dans les premières heures aussi. Mais justement, donc, et donc on le saura après. Dans les parties les plus en amont, les plus proches du barrage, il pourrait y avoir des milliers de morts. Sur Kherson, ça sera plutôt en centaines. C'est ce qu'on peut appréhender comme ça. D'autant que la localité, on le disait avec vous, Xavier, d'ailleurs, dès le lendemain, la localité de Kherson est un peu... Et sur la hauteur, oui. En hauteur. C'est-à-dire que c'est toute la région du port qui a été complètement inondée. Il y a des faubourgs, oui, c'est ça. La zone du port est particulièrement impactée. En fait, il y a des corps qui sont sans doute partis dans la rivière que les autorités n'ont pas pu récupérer pour le moment, vu les circonstances. Et puis, il y a toutes ces personnes qui ont pu être piégées dans leur maison, mais autant sur la rive nord ukrainienne, libérée par les Ukrainiens, que sur le côté occupé par les Russes. Et là, on n'a vraiment aucune information. Et effectivement, je suis d'accord avec l'amiral, il faut attendre la décrue pour pouvoir faire un état des lieux très précis du nombre de victimes causées par l'explosion de ce barrage. On apprenait ce matin que l'eau continuait de monter à Kherson même. Oui, ça, c'est normal. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Parce qu'on avait dit qu'hier, on avait eu l'information selon laquelle le pic, c'était hier dans la matinée, fin de matinée. Après, le problème, c'est que l'eau se répartit. Vous savez, vous l'avez peut-être vécu déjà, quand l'eau se répartit, c'est assez insidieux. On voit arriver de l'eau par des côtés auxquels on ne pensait pas. Tous les gens qui, en France, nous regardent et qui ont vécu des inondations savent de quoi je parle, malheureusement. Parce que l'eau s'est accumulée à un endroit et brutalement, elle va faire monter le niveau. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir le niveau sur le fleuve. On sait que la vague provoquée par l'explosion est passée maintenant, donc ça se stabilise. Le Dniepr, son cours ne change pas. Donc c'est lui qui maintenant alimente le barrage. Et puis à partir du moment où on sera arrivé, je dirais, au niveau bas du lac, sur ceux qui restent du barrage, le niveau cessera de monter. Volodymyr Zelensky à Kherson, Claude Blanche-Maison, bon, il est là d'une certaine façon où on l'attend, compte tenu de ce que, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important, on l'a vu, des bombardements massifs, des catastrophes liées à cette guerre, il vient sur place. Voilà. Il conçoit son rôle de président comme étant celui-là. Comme il a toujours fait. Il tient des réunions de briefing, il s'informe directement, il voit de ses propres yeux la situation, et puis même pas peur. Hein, il n'a pas peur de réaction du côté russe sous une forme ou sous une autre. Et ça, en effet, assez remarquable par rapport à Poutine, terré dans ses bunkers et mettant des anathèmes depuis Moscou. Et Poutine, dont on disait tout à l'heure qu'il se fichait bien des habitants sur la rive sud du fleuve, qu'ils les laissaient éventuellement livrer à eux-mêmes, et en aucun cas on ne verra Poutine, et pas encore non plus une autorité d'ailleurs du Kremlin.
Même plus, en fait, on sait déjà que les administrations d'occupation russe, on leur a interdit de communiquer. En fait, elles n'ont pas de droit de passer quelques informations dans l'espace public, parce que ça peut être vraiment très dérangeant de découvrir ce qui se passe sur le terrain. Et aussi, les autorités russes interdisent les volontaires qui viennent du côté russe de venir, d'aider les gens qui ont beaucoup besoin là-bas de l'aide. J'ai vu sur les réseaux russes sociaux les informations circuler. En fait, les gens envoyaient les messages à leurs proches en Russie, parce qu'il y a beaucoup de familles russes et ukrainiennes, et ils envoyaient les messages de secours. Ils demandaient aidez-nous, sauvez-nous, nous sommes ici sur les toits. Voilà, et tout ça, les autorités russes essaient de cacher, effectivement, parce qu'ils n'étaient pas prêts pour organiser le secours. Ils n'avaient pas d'intention, en fait. Leur priorité, c'était de sauver les troupes de l'armée. Et c'est la deuxième question, comment vont se débrouiller les populations. Et on verra ça tout à l'heure. Tout à l'heure, on disait qu'effectivement, c'était une information de l'amiral Vichot. Poutine a pu dormir toute la nuit, on ne l'a pas dérangé. Contrairement au président Zelensky, qui lui, évidemment, a été réveillé dès les premières heures de l'annonce de cette catastrophe, et le président Zelensky, qui est donc sur place. Charline Hurel, vous êtes l'envoyé spécial à Kherson pour LCI, un président auprès de la population, bien sûr, avec une réunion de travail dès qu'il est arrivé, c'est ça ? Exactement, alors il a déjà quitté la zone, en fait on est dans la zone, c'est pour ça aussi qu'on a volontairement pas forcément affiché ce qu'il y avait derrière, hein. Charlotte Lefetté a joué sur l'image pour pas qu'on reconnaisse, parce qu'on vous explique, on est contre un bâtiment, tout le monde a cet ordre-là de se mettre contre le bâtiment, car nous sommes en risque de bombardement. Là vous étiez en train de faire le lancement, vous l'avez pas entendu, mais il y a eu des tirs ukrainiens qui sont partis, et donc évidemment ce que tout le monde redoute, c'est la riposte ici. Alors ce qui est très gênant évidemment, c'est que les évacuations, elles, continuent derrière nous, les civils sont au milieu, des civils qui sont âgées, qui sont souvent en état de choc parce qu'elles ont dû évacuer les eaux. Et donc en effet, cette visite de Volodymyr Zelensky, c'est un symbole. Hein. Évidemment ici, là j'étais avec un habitant qui a été évacué, et lorsque je lui ai dit, il m'a dit mais non, c'est pas vrai, il était là, c'est un vrai homme. Il m'a dit, donc vous voyez, ça fait quand même quelque chose aux habitants, mais la situation est extrêmement compliquée parce que vous le voyez, on est obligé quand même de se mettre à l'abri par ces risques de riposte russe. Merci infiniment Charline Hurel. Je sais que vous travaillez dans des conditions compliquées avec Charlotte Lefetté. Merci beaucoup, bon courage à vous à Kherson, dont on continuera évidemment de suivre la situation heure par heure avec ces habitants qui essayent d'échapper à l'eau après qu'ils ont essayé d'échapper au bombardement. Kherson, c'est très particulier, c'est une ville qui a été prise, déprise, reprise. Les habitants étaient partis, ils sont revenus, et aujourd'hui, on avait ce témoignage très particulier hier d'une femme qui disait « On a été libérés des Russes, on a cru que ça y est, on était sauvés, et maintenant... » Elle accusait Poutine, et maintenant Poutine, effectivement, nous accable par la montée des eaux. Juste un petit mot, Xavier. Une ville reprise le 11 novembre l'année dernière par l'armée ukrainienne, après de longs mois de combat, mais une ville qui restait toujours sous les bombardements russes. C'est ça qui est important, c'est que la vie à Kherson était rythmée par les tirs d'obus russes qui sont sur l'autre rive, sur la rive occupée par les forces russes, la rive gauche. Et ce qui est assez impressionnant à voir, effectivement, c'est que c'est vraiment un drame absolu de devoir évacuer ces personnes, pour la plupart assez âgées, sous les tirs d'obus russes, alors que dans la zone occupée par les Russes, il n'y a aucun secours et que les gens sont laissés livrés à eux-mêmes. Et on estime d'ailleurs qu'il y a plus de monde à évacuer, piégés par les eaux, dans la zone occupée par les Russes, plus de 20 000 personnes que du côté ukrainien, où là, on l'a vu, et notamment avec la visite du président, les opérations de secours sont mises en œuvre, elles se déroulent à leur rythme, mais tout est organisé. De l'autre côté, on n'a aucune nouvelle. Oui, alors tout est organisé, ça doit être quand même assez compliqué. Et on a vu qu'il y a beaucoup de évidemment, personnes dans une crise improvisées. Et on rappelle que Volodymyr Zelensky, a piqué une belle colère contre ces organismes qui n'arrivaient pas. Vous nous disiez tout à l'heure, Claude Blanche-Maison, que c'était une colère légitime quand on voit que l'ONU ne se mobilise pas au service des Ukrainiens. Oui, et quelle que soit la situation au Conseil de sécurité, avec évidemment un blocage russe dans toute discussion, on l'a déjà vu, la chose à faire aujourd'hui, ce serait pour les grandes puissances de proposer au Conseil de sécurité des couloirs humanitaires, y compris sur la rive gauche du fleuve, pour aller sauver les gens. Et les couloirs humanitaires, c'est pas une opération militaire, c'est pour sauver des personnes, des civils. Or, j'ai l'impression que, en effet, à l'ONU, on estime que
que c'est pas possible, que c'est pas crédible, que c'est difficile. Or, il faudrait en effet faire quelque chose avec ces couloirs humanitaires pour que les agences spécialisées de l'ONU puissent intervenir. On manque de tout. On manque de médicaments, bien entendu. On manque d'alimentation. Et puis surtout, les gens sont en train de mourir, peut-être sur un toit ou dans un grenier. Amiral Vichot, une des questions évidemment centrales, on va en parler avec Raphaël Grossi dans quelques minutes, il sera notre invité, il est le directeur de l'AIEA. Un des sujets de préoccupation majeure, c'est évidemment la sécurité de la centrale. Nous avons été rassurés après les premiers mots de l'AIEA, quelques heures après l'explosion du barrage, sur le fait qu'elle était en sécurité. On posera la question tout à l'heure à Raphaël Grossi, est-ce qu'il maintient sa déclaration? Juste parce que vous êtes remarquable en pédagogie, comment ça se passe? Est-ce que l'eau nécessaire continue d'arriver? Alors, l'eau nécessaire continue d'arriver, ou plus exactement, toute l'eau nécessaire au fonctionnement de la centrale dans les semaines qui viennent est pour le moment accumulée à partir du réservoir du barrage, de ce qu'il en reste. On pompe dans ces réservoirs pour remplir des lacs artificiels qui sont à proximité immédiate de la centrale, qui lui sont dédiés et qui vont permettre de continuer à refroidir les réacteurs. Rappelons que les réacteurs sont tous à l'arrêt, sauf un qui sert aujourd'hui à alimenter à très basse puissance les réseaux vitaux de la centrale nucléaire, tous les circuits de sécurité, etc. Donc il est au minimum de sa puissance, donc ils ne sont très peu gourmands en eau de refroidissement. Ils n'en ont pas besoin de beaucoup. Donc cette eau, elle est utilisée dans un petit lac, et ce petit lac est isolé du grand lac qui, lui, est en train de se vider. Et ce petit lac, pour le moment, les autorités de l'AIEA et les gens sur le site remplissent au maximum tous les réservoirs qu'ils ont, de telle manière qu'ils puissent encore tourner pendant des semaines. Et j'espère que ce sont des semaines qui sont assurées. On est sur des semaines assurées. Simplement, des semaines assurées dans une centrale dont on n'empêche pas le fonctionnement. Rappelons-nous, que cette centrale est actuellement occupée par les Russes avec des forces armées sur le site. Justement, je voulais poser la question et que par conséquent, il risque d'y avoir des bombardements, des combats. Ça reste... Et à ce moment-là, on est dans d'autres conditions. Ça reste une bombe à retardement, de toute façon. Poutine a transféré la propriété de cette centrale à Rosatom, c'est-à-dire à l'agence russe qui gère l'énergie atomique, civile et militaire. Par conséquent, la direction de